Bonjour à tous, je me présente donc Laure Pierron, je suis chargée de mission à la direction de l'économie territoriale à la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis heureuse de vous accueillir pour ce troisième webinaire intitulé « Et si le meilleur des repreneurs était déjà dans votre entreprise ?» Ce webinaire donc, est organisé dans le cadre du mois de la transmission, de la 4e édition du mois de la transmission reprise en Nouvelle-Aquitaine. À noter qu'en Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, plus de 110 000 dirigeants de toutes petites entreprises ont plus de 55 ans dans les secteurs de l'artisanat, du commerce, de l'industrie et des services, ce qui représente près de 35% du nombre total des TPE de Nouvelle-Aquitaine. Ces chiffres nous montrent l'enjeu majeur de la transmission en région. C'est pourquoi la région Nouvelle-Aquitaine organise avec ses partenaires le mois de la transmission. Un événement donc pour redonner de l'intérêt à la transmission reprise, valoriser, communiquer sur des expériences réussies, se réinterroger également sur nos actions, rendre aussi lisibles les offres d'accompagnement qui existent et faire aussi de la reprise une opportunité de booster le développement de l'entreprise. Pour cette 4e édition, ce sont plus de 60 événements qui sont organisés dans les 12 départements sur tout le mois de novembre, dont 6 webinaires thématiques tous les mardis de midi à 12h30 avec nos partenaires. Donc aujourd'hui, pour ce 3e webinaire, je suis accompagnée par Monsieur Marc Amorena, directeur régional du réseau URSCOP. Bonjour. Bonjour. Monsieur Jean-Baptiste Durousseau, cédant de la SCOP Durousseau Outils Coupants à Senon. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Gauthier Huet, repreneur gérant de la SCOP Durousseau Outils Coupants. Bonjour. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur Amorena. Est-ce que, donc, en quelques mots, quelques chiffres, vous pouvez nous présenter les réseaux SCOP et SIC de Nouvelle-Aquitaine? Avec plaisir, bien sûr. Donc, je vais essayer d'être relativement concis. Donc, déjà, le réseau, quelques premiers chiffres peut-être au niveau national, rapidement, avant de faire un focus sur l'Union régionale Nouvelle-Aquitaine. Il y a une petite diapositive, voilà, qui va arriver, qui présente les SCOP en Nouvelle-Aquitaine. Pendant qu'elle arrive, juste quelques mots au niveau du national. Donc, les SCOP sont en fait toutes fédérées au sein d'une confédération générale des SCOP à Paris, et qui regroupe donc, qui fédère l'ensemble des 3600, un peu plus, coopératives pour 70 000 emplois. Donc, une confédération générale des SCOP, c'est un réseau relativement organisé, 4 fédérations professionnelles qui rassemblent les SCOP par métier. Donc, il y a le bâtiment, les travaux publics, l'industrie, les coopératives d'activité et d'emploi, la communication, et 9 unions régionales, avec également des outils de financement dédiés aux coopératives dont nous reparlerons. Donc, quelques chiffres rapides sur l'Union régionale Nouvelle-Aquitaine. Donc, on voit qu'un peu plus de 402 coopératives aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, qui sont toutes des SCOP ou des SIC, et vous avez ici la représentation, en fait, des anciennes unions régionales qu'on appelle aujourd'hui pôles territoriaux, donc 196 coopératives sur l'Aquitaine, 144 en Poitou-Charentes et 62 dans le Limousin. Donc 402 coopératives qui emploient à peu près 7200 et quelques salariés, un petit peu plus de 7200 salariés. Vous avez aussi une représentation de la part respective, en fait, au sein de ces coopératives, terme générique, des SCOP et des SIC. Donc les SCOP représentant, on est à peu près sur un rapport 70-30, 70% de SCOP pour 30% de SIC. Donc voilà rapidement un tableau de l'UR, en fait, Nouvelle-Aquitaine. Et peut-être sur la diapositive suivante, on va voir une notion, on va voir l'évolution, en fait, sur la dernière mandature. Alors pour nous, mandature, c'est 2016-2020, l'évolution de ces coopératives. Donc on voit avec ces quelques chiffres que c'est un réseau qui se développe régulièrement. Donc aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine représente, donc je le disais, plus de 7000 emplois, soit à peu près 10% des emplois au national, avec ici une répartition par origine de création, même si en fait cette répartition est aujourd'hui en train d'évoluer au profit d'une thématique que nous allons plus particulièrement aborder aujourd'hui, qui est la transmission d'entreprises saines suite au départ à la retraite du dirigeant. On voit la dynamique un petit peu du mouvement coopératif avec plus 20% de coopératives sur cette période, donc de 2016 à 2020,
et plus 35% en termes d'emplois salariés. Emplois salariés, je disais à peu près 7 000 en Aquitaine, en coopérative, et sur ces 7 000 salariés, vous avez un taux de sociétariat moyen de 70-75%. Donc 70-75% de ces salariés sont aussi associés de leur coopérative. Voilà pour l'instant pour ce tableau très, très général. Merci à Monsieur Amorena. Est-ce que du coup, peut-être en quelques mots, vous pouvez nous expliquer les missions de l'URSSCOP? Alors, les grandes missions en général, après on reviendra sur la thématique transmission. Donc, quelles sont les missions en fait d'une union régionale? C'est essentiellement le suivi des coopératives, puisqu'en fait mes collègues, moi-même, passons 50-60% de notre temps en accompagnement des coopératives durant toute leur vie, accompagnement à la demande du dirigeant, des coopérateurs, sur des thématiques essentiellement droit coopératif, recherche de financement, animation du réseau, animation coopérative. Donc le suivi, c'est vraiment le cœur de métier, je dirais, d'un délégué régional, d'une union régionale. Bien sûr, il y a aussi la formation de nos coopérateurs. Donc nous avons déployé au national, bon, pour ce qui nous concerne sur l'Union régionale Nouvelle-Aquitaine, tout un programme de formation de nos coopérateurs qui va de la simple découverte du statut sur un jour jusqu'à des programmes beaucoup plus étoffés de formation destinés plutôt aux dirigeants de coopératives, formation qu'on développe en partenariat avec l'Université Paris-Dauphine. Donc le suivi, la formation, bien sûr la représentation donc, du mouvement coopératif, assurer une promotion du statut coopératif auprès de tout public. Nous intervenons dans des écoles, des universités, auprès des pouvoirs publics, donc le conseil régional, les conseils départementaux, vraiment tout public. Donc promotion du statut coopératif et bien sûr, ce qui nous réunit aujourd'hui, l'accompagnement aussi à la création s'entendant ici au sens très large, reprise d'entreprise, suite au départ à la retraite essentiellement du dirigeant, transformation de sociétés classiques ou d'associations en SCOP ou en SIC. Donc le développement est aussi une part importante de nos missions. Merci. Je vais laisser la parole donc à Monsieur Durousseau et Monsieur Huette pour vous présenter dans un premier temps chacun et puis présenter l'entreprise du coup. Alors Jean-Baptiste Durousseau, je suis l'ancien gérant donc, de l'entreprise. Le cœur du métier, c'était d'affûter les outils tranchants pour les artisans, plutôt un côté professionnel, pour qu'un outil qui coupe le bois, le plastique ou l'aluminium puisse se recouper après utilisation et pas le jeter. Donc, il y a 10 salariés, 80 à peu près machines, outils. C'est situé à Sedan. Donc, Gauthier, tu as des choses à rajouter? Donc, moi, je suis Gauthier, donc je suis le repreneur et gérant de la société. Et donc, voilà, comme expliqué M. Durousseau, nous avons une double activité, alors avec l'affûtage d'outils coupants et la fabrication, mais aussi, on a un magasin avec la vente d'électroportatifs, consommables pour le bois, visserie, colle abrasif, et on a une quarantaine de marques à la disposition des menuisiers, des charpentiers, des ébénistes, et on touche aussi le secteur de un petit peu de la métallurgie, l'agroalimentaire et l'imprimerie. Voilà. Donc on est sur le basson. D'accord, merci. Monsieur Durousseau, de votre point de vue, comment s'est passée la reprise de votre entreprise, la transmission? De mon point de vue, maintenant j'ai un peu de recul, ça fait 6 mois que ça a été fait, avec un grand soulagement quand même, parce que ça a commencé il y a plus de 5 ans qu'on a prévu de passer en scope, parce qu'avant il y a eu des repreneurs, mais qui avaient plutôt envie de faire de l'argent et qui venaient d'autres horizons que l'univers artisanal, puisqu'on est 10 personnes, une petite entreprise. Donc, c'est pour dire, se casser les dents quoi, sur des repreneurs pour voir au bout d'un moment que c'était pas du tout la philosophie de l'entreprise, qui était que ce qu'elle soit achetée pour être revendue 5 ans après quand la LBO était terminée. Donc après pas mal d'échecs, et honnêtement, ça a été quand même difficile. Et ceux qui iraient direct à cette solution, ça sera beaucoup plus simple et moins éprouvant. Que je crois que j'ai eu tous les cas de figure disons négatifs qui a pu se passer. À côté de nous, il y a eu M. Amorena quand même qui nous a remonté le moral régulièrement. Et parce que bon, moi j'étais descendu bien bas. Quoi. Voilà.
Donc, vous êtes passé en scope avant d'avoir transmis votre entreprise. Ah non, non, on est passé en scope au moment de la transmission, c'est-à-dire il y a 6 mois. Mais ça a été un projet qui a duré 5 ans pour que ce soit mûri, c'est-à-dire pour que les salariés s'approprient le projet aussi, trouver la maturité suffisante c'est un peu le problème en France, c'est pas un modèle qui est qui est commun, quoi. Les gens ont tendance plutôt à prendre le patron pour la personne qui s'enrichit, ainsi de suite. Donc, il faut leur dire maintenant, si vous voulez prendre votre avenir en jeu, on vous donne les clés. Débrouillez-vous, tout en vendant l'entreprise, parce que je n'en ai pas fait cadeau quand même. Parce que pour ça, le mot cédant, ça peut être un peu péjoratif quand vous le dites, je ne l'ai pas donné, quoi, ils me l'ont payé. Donc, il me semble que c'est des modèles qui ne sont pas courants pour le patron et pour les salariés. Et comment vous avez identifié le repreneur? Donc, comment vous avez identifié Monsieur Huet particulièrement? Enfin, comment ça s'est passé? Ça s'est passé parce qu'on a eu des échecs, comme je vous ai dit, et en fin de compte, on s'est tourné sur les compétences de l'entreprise. Et en se tournant sur les compétences de l'entreprise, on a fait un vote. Donc, petit à petit, ça a émergé. Gauthier m'a dit, moi, je voudrais bien être gérant. Il y en a qui m'ont proposé de tout racheter l'entreprise, d'autres modèles que je ne voulais pas. Et j'ai dit, puisque tu vas être gérant, on va le proposer au vote. Et ça s'est fait il y a à peu près un an où tout le monde, ça a été à l'unanimité. Ceux qui avaient quelques envies se sont retirés. On dit, effectivement, ça sera Gauthier qui est pressenti pour faire ce mandat de gérant. D'accord. Et donc, du coup, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait 10 salariés dans l'entreprise. Donc, Monsieur Huet est gérant aujourd'hui de l'entreprise, mais est-ce qu'il y a d'autres coopérateurs? Vous n'avez peut-être pas racheté tout seul l'entreprise, du coup, mais c'est peut-être pas tous les salariés, juste savoir un peu. Effectivement, aujourd'hui, on est à peu près 5 à l'atelier et 4 et 5 aussi côté bureau administratif et commercial. Et donc, on est 4 coopérateurs. Donc, on a le responsable de l'atelier qui est au sein de l'équipe. On a le responsable, un des commerciaux, 2 commerciaux qui sont aussi avec moi. Et ça a permis aussi de prendre les savoir-faire de chaque endroit de la société, donc le côté commerce et le côté atelier pour éviter qu'il y ait toute la force du même côté et qu'on puisse échanger et avoir vraiment un retour dans les deux sens et qu'il n'y ait pas un côté qui soit plus privilégié que l'autre. C'était aussi le but d'avoir 2 personnes de l'atelier et du côté commerce. D'accord. Et Monsieur Huet, du coup, pour le financement de votre projet de reprise, comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Alors, depuis on va dire entre 4 et 5 ans, on a fait, donc on a ouvert des plans épargne entreprise pour les salariés et c'était ouvert à ce projet-là et donc que chaque salarié pouvait donc mettre de l'argent là-dessus et nous, à la fin de l'année, au moment du repartage des bénéfices, c'était d'allouer un montant à chacun qui était posé sur ces plans épargne et qui on s'était dit que dans quelques années, au moment de la transmission, cet apport allait servir au paiement et au rachat de parts, et parce que tout le monde n'a pas forcément l'apport personnel tout de suite, et donc ça a vraiment servi à ça. Après, le rachat s'est passé comment? Donc forcément, on a fait appel à nos plans épargne, après on a fait appel à 2 crédits bancaires. Le premier auprès de notre banque, le deuxième auprès des services Socoden Descope. Et puis après, on a pris une partie dans notre trésorerie. D'accord, merci. Monsieur Durousseau, vous nous avez dit avoir rencontré quelques difficultés pour la transmission de cette entreprise et puis avoir été soutenu par Monsieur Amorena du réseau de l'URSSCOP. Et justement, je voulais vous redonner la parole, Monsieur Amorena, sur quel a été le rôle de l'URSSCOP dans cette transmission? Quel rôle vous avez joué, vous, et quelle place vous avez eu pour accompagner Monsieur Durousseau et Monsieur Huet dans ce projet? Alors, de manière générale, en fait, il y a toujours différentes phases incontournables dans l'accompagnement d'un projet de transmission. Après, la difficulté ou les difficultés que l'on rencontre sur chacune de ces phases sont variables en fonction des projets, évidemment,
qui nous sont présentés, il y a toujours quand même une première phase, je dirais, de validation en fait de la faisabilité. Alors, faisabilité financière, certes, du projet. Est-ce que l'évaluation de l'entreprise permet effectivement à cette même entreprise en fait de se racheter, parce que c'est un petit peu ça, à travers ses résultats futurs, de se racheter sans mettre en péril la coopérative. Donc ça, c'est toujours un point très important. On doit valider cette faisabilité financière, mais il y a aussi la faisabilité coopérative. Et là, vous l'illustriez parfaitement, hein, quand vous indiquez qu'en fait, c'est un projet que vous avez mûri, je dirais, sur 5 ans. Alors, on n'y a pas travaillé pendant 5 ans sans arrêt, effectivement. Vous avez, on reparlera, je pense, de la nécessité d'anticiper. Vous avez anticipé la transmission, vous avez accompagné la transmission à travers ce mécanisme que vous évoquiez, les plans d'épargne entreprise, l'abondement de l'entreprise. Donc, le cédant, je dirais, a été quand même très facilitateur aussi du projet, hein, en permettant, à travers l'intéressement que vous pratiquez, ce n'est pas forcément courant dans les sociétés classiques, quoique on le constate quand même de plus en plus, à travers l'intéressement aux salariés, donc une répartition des bénéfices qui revient à l'ensemble des salariés, vous constituez une épargne salariale qui permet ensuite de constituer le capital social de la SCOP. Donc ça a été très important et il y avait besoin de temps aussi pour constituer cette épargne de manière conséquente. Ce qui a été peut-être la difficulté majeure, en tout cas, oui, un axe d'intervention majeur sur votre projet, c'est l'accompagnement et l'appropriation du projet coopératif par les salariés. Voilà. Il a fallu effectivement que, avec le temps, tout simplement, le projet trouve sa maturation au niveau du projet économique coopératif et que les salariés décident qu'effectivement, la forme coopérative était celle qui était le plus appropriée pour reprendre l'entreprise. Et parfois, il faut s'être cassé les dents aussi sur un ou peut-être 2 échecs sous forme de transmission classique, je dirais. Voilà, donc, cette phase de validité coopérative et financière du projet est très importante. Ensuite, une fois que le projet coopératif est véritablement affirmé, on va rentrer dans l'étude économique du projet. Donc, bien sûr, rien que de très classique, en fait, hein, étude prévisionnelle, construction du modèle économique, en fait, de la future SCOP. Bon, là, on est sur une affaire très saine qui est transmise dans de bonnes conditions. Donc, ça aussi, c'est quand même un élément très facilitateur. Ensuite, une fois que l'étude économique nous apparaît comme fiable, viable, on va chercher, notre rôle, c'est aussi d'aller chercher les financements pour mener à bien le projet et de le construire également, une fois que les financements sont trouvés. Bon, je vais très vite, hein, je résume ces différentes choses. Donc, d'aller à la construction juridique, donc création des statuts de la SCOP, mise en place effective de la SCOP. Et ce que je tenais quand même à souligner pour terminer, c'est que l'ensemble de ces phases, en fait, a été mené en partenariat vraiment avec les partenaires en fait traditionnels d'une entreprise, que sont votre expert comptable. Donc beaucoup de réunions se sont faites en commun avec votre expert comptable. Tout ce qui est études économiques a été mené aussi en partenariat avec votre expert comptable et avec votre avocate, avec qui nous avons travaillé effectivement sur tous les aspects juridiques. Donc une transmission, l'union régionale, elle joue un peu un rôle, si je puis dire, de chef d'orchestre. Elle va fédérer les différents partenaires de la SCOP, enfin, qui n'est pas encore une SCOP, hein, de l'entreprise, pour travailler ensemble à cette transformation. Et qui, là, au bout de 5 ans, a fini par aboutir. Voilà. Oui, on peut parler de, et il me semble que vous en parlez, hein, de 4 étapes clés quand on transmet une entreprise, hein, cette phase de diagnostic, hein, qui est une étape déterminante pour la valorisation de l'entreprise, de l'équipe aussi, c'est ce que vous disiez, hein, qui peut diriger, qui va diriger et réussir cette transmission, l'évaluation financière pour avoir un juste prix aussi, vous l'aviez dit, Monsieur Durousseau, vous n'avez pas donné l'entreprise à vos salariés. Et puis, en effet, l'accompagnement pour former les repreneurs aussi sur la gestion. On ne devient pas, voilà, devenir gestionnaire d'une entreprise. Et voilà, savoir transmettre tous les savoir-faire de l'entreprise. J'avais une autre question aussi pour vous, Monsieur Amorena. Qu'est-ce qu'on pourrait... Quelles sont les motivations aujourd'hui des dirigeants d'entreprise à vendre leur entreprise à leurs salariés? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant? Quelles sont les motivations qui emmènent de plus en plus de dirigeants à transmettre à leurs salariés?
La transmission d'une entreprise aux salariés, alors sous format coopératif, mais en général, de toute façon, transmission d'une entreprise aux salariés, c'est encore, moi je dis, une voie qui n'est pas encore assez explorée, bien évidemment. Bon, ça ne vous étonne pas si c'est moi qui vous dis ça, mais surtout sous forme coopérative. Mais par ailleurs, on constate quand même de plus en plus, on est de plus en plus sollicité, alors par des dirigeants d'entreprise directement qui sont en âge de transmettre, ou par leurs partenaires professionnels, experts comptables, avocats, etc., sur ces modalités de transmission. Et je crois que vous en avez donné une bonne illustration, en fait. Je pense qu'aussi, on a un gros travail à faire de promotion du statut, vous l'avez souligné aussi, mais je dirais, l'objectif majeur d'une transmission aux salariés, c'est en fait pérenniser les emplois, pérenniser l'entreprise, pérenniser les emplois, et quoi de mieux que de pérenniser les emplois avec les salariés, on le reprend souvent dans nos slogans, qui vous ont aidé aussi à construire cette entreprise, qui l'ont construite avec vous. Et le slogan, et si le meilleur des salariés, des repreneurs était déjà parmi vous, voilà pourquoi aller chercher à l'extérieur, en fait, la valeur ajoutée que vous avez en interne avec vos salariés et vos partenaires de tous les jours. Je crois que là, ce projet, sur ce plan, a été révélateur. Bon, alors même, on peut dire aussi peut-être que vous allez nous le dire, monsieur Huet, que monsieur Durousseau, une transition un peu en douceur, parce qu'on garde les mêmes partenaires, en fait, hein, le banquier, les clients, enfin voilà, la transition est peut-être plus... Puis là, vous l'avez bien expliqué, vous avez pris le temps, en fait, hein. Pendant 5 ans, le projet a mûri. Oui, après, c'est plus facile pour tout le monde. Ben, déjà, on connaît tous nos partenaires, comme vous le dites. Et puis, bon, vis-à-vis de nos clients et de nos fournisseurs, c'est peut-être là où ça a été hyper important, parce que quand vous avez beaucoup de clients, beaucoup de fournisseurs, déjà, moi, ils me connaissaient depuis longtemps. Et puis, ça a du coup permis voilà, d'avoir des échanges toujours aussi simples et pas... Voilà, et en connaissant l'historique de l'entreprise et voilà, le modèle et le fonctionnement n'a pas bougé, voilà, donc c'est beaucoup mieux pour tout le monde, quoi. Et les clients, pardon. Bon, moi, ce que je dirais pour ajouter sur M. Amorena, et il a complètement raison, c'est que c'est les salariés qui font l'entreprise. Et ça, je le dis souvent à mes collègues patrons, peut-être pas assez aux salariés. Je suis très reconnaissant du travail qu'ils ont fait. Et on a commencé à 2 en 82 avec mon frère, et on se retrouve à 10. Je finis pas aigri, quoi, comme beaucoup de patrons d'entreprise. Et on veut leurs salariés, je suis reconnaissant de leur travail. Et je sais que souvent, on ne sait pas le dire, quoi. C'est le problème des patrons un peu comme nous, quoi, qui se sont montés leur business. Et en fin de compte, c'est grâce aux salariés qu'on est arrivé là. Donc, je suis reconnaissant de leur travail. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant pour la transmettre aussi à ses salariés. Merci. Monsieur Amorena, est-ce que vous pouvez juste nous présenter un petit dispositif très spécifique du coup qui s'appelle la scope d'amorçage, hein, qui est un dispositif qui peut faciliter une transmission progressive aussi pour une entreprise? Alors, la scope d'amorçage, oui, c'est un dispositif relativement récent, en fait, hein, qui doit avoir 5-7 ans aujourd'hui d'existence. Il y a encore très peu de réalisations, il y en a quelques-unes au niveau national. La scope d'amorçage, c'est un dispositif dont la finalité est en fait de permettre à des salariés repreneurs, donc futurs associés de la coopérative, qui ne pourraient pas en fait racheter l'intégralité des parts du cédant, de l'entreprise cédante, de disposer d'un délai de 7 ans pour racheter l'intégralité des parts. Donc en fait, lorsqu'on va transformer cette société en coopérative, le ou les cédants, pendant 7 ans, pourront détenir la moitié du capital, alors même que dans le statut coopératif classique, je dirais, ce n'est pas possible. Là, les cédants pourront pendant 7 ans céder progressivement leur capital, mais évidemment avec comme objectif, au bout de 7 ans, d'être minoritaires. Donc là, au bout de 7 ans, les salariés repreneurs seront vraiment majoritaires. Et la scope d'amorçage bénéficie du statut de scope d'emblée, dès la première transmission des parts. Voilà. Donc c'est un dispositif qui permet de transmettre une entreprise plus en douceur également, progressivement. Voilà. Merci. Pour conclure, monsieur, ça va vite, hein, 30 minutes. Monsieur Huet, si vous aviez un conseil à donner à un futur repreneur, ce serait lequel?
Le repreneur, si jamais il est au sein de l'équipe, c'est de faire en sorte que tout le monde s'entende bien et qu'il y ait une bonne communication pour que ça aille au mieux, hein, parce que c'est quand même la base, le fonctionnement de la SCOP, c'est la base de la communication et de bien s'entendre avec tout le monde. Après, pour un repreneur qui arrive de l'extérieur, c'est bien entendu bien s'imprégner au mieux du fonctionnement qui est en place dans l'entreprise et surtout d'être à l'écoute de l'équipe qui est là. Et parce que voilà, si vous écoutez pas bien les gens et ce qui a été fait et qu'on met un petit peu, qu'on veut faire un peu n'importe quoi, j'ai envie de dire, des fois, il y a des gens qui arrivent et qui prennent pas le temps de regarder ce qui a été fait et de ce que les gens, enfin, comment les gens fonctionnent. Et si il n'y a pas assez d'écoute active, les gens après, enfin, les salariés de la société peuvent être refroidis et ne plus être dans le projet. Donc, c'est vraiment important. Merci. Je vais vous poser exactement la même question, Monsieur Durousseau. Si vous aviez un conseil à donner à un futur cédant, ce serait lequel? Je parlerai de deux choses, une très vite, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps, comme on a dit, et puis se faire accompagner, parce qu'on n'a pas les mots qui vont bien, souvent en tant que chef d'entreprise, pour motiver toutes les équipes. Et M. Amorena a su trouver les arguments qu'après j'ai su reprendre aussi, mais c'est quand même mis face à l'équipe pour le dire. Et le deuxième, qui est très important, c'est de pas sombrer dans tous les comptables ou les agences de reprise d'entreprise qui vous promettent, et j'ai été sollicité, qui vous disent que votre entreprise, elle vaut beaucoup plus que ce que vont vous en donner les salariés. Et ça j'y ai eu droit. Et donc, je pense que c'est des gens qui font, même les cabinets d'expertise le proposent. Donc, c'est quand même des gens qui font des gros dégâts, parce qu'ils s'en vont dans les chambres de commerce où il y a des jeunes cadres, cadres pas très jeunes, souvent, qui sont fait licencier d'entreprises, de grands groupes qui cherchent à reprendre des entreprises, il y en a plein, et ils leur disent, ben là, j'ai une bonne affaire, et vous, ils vous proposent beaucoup plus d'argent que ce qui a été prévu. Et ça, je pense qu'il ne faut pas se laisser un peu embarquer dans ce genre de truc, et que la valeur que donne la fédération des scopes et le comptable sont des bonnes valeurs, et quand tout le monde est d'accord, c'est très bien. Merci. Monsieur Amorena, la même question. Et vous, et si vous aviez un conseil à donner à un futur repreneur, futur cédant, ce serait lequel? Mais d'écouter M. Gauthier et M. Durousseau. Et puis, là aussi, parce que ça a été dit, bien anticiper, même si on peut accompagner dans des délais plus courts que les 5 années que l'on a évoquées, hein, mais bien anticiper, être accompagné et ne pas hésiter à explorer cette voie de la transmission aux salariés, voilà, pour des cédants potentiels qui bien souvent sont très agréablement surpris quand on leur présente ces dispositifs qu'ils ne connaissent pas. Merci. Je vous remercie vraiment pour vos interventions. Je souhaite juste rajouter sur cette partie économie sociale et solidaire, hein, que la région a une direction dédiée à cette thématique, donc avec des collègues qui se tiennent à la disposition donc, de porteurs de projets pour vous soutenir aussi financièrement sur un projet de création ou de reprise de scope. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les aides aux entreprises sur le site Guide des aides en Nouvelle-Aquitaine, où vous retrouverez les précisions et les contacts pour avoir des informations. Pour conclure, je vous invite également à vous rendre sur le site Entreprises en Nouvelle-Aquitaine, mois de la transmission 2021. Vous pourrez y retrouver donc tous les événements organisés dans le cadre du mois de la transmission. Pour rappel, hein, cette année, ce sont plus de 60 événements qui sont organisés avec nos partenaires. Juste une dernière information, la région donc, est en train de rédiger, enfin veut rédiger une nouvelle feuille de route sur la transmission d'entreprise. Dans ce cadre-là, nous avons créé un site dédié, une plateforme de concertation sur lequel vous pouvez y laisser vos contributions, propositions, remarques sur la transmission d'entreprise. Voilà, donc je vous donne rendez-vous mardi prochain à midi pour le prochain webinaire sur comment évaluer son entreprise, qu'on organise en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine et la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Merci à tous et bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.